Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre petite FAQ estivale. Voilà, j'ai essayé de trouver un troisième titre, histoire de me distinguer. Entouré par l'équipe habituelle de la Horde Sauvage, la spécialiste des podcasts cinéma les plus aboutis du web. Oula, oula, tu nous... On va peut-être te faire lâcher, mais c'est gentil. Un peu de cirage, ça n'a jamais tué personne. C'est vrai. Donc à ma gauche, je retrouve mon collègue Michael. Oh yeah, c'est moi, Michael. Oui, d'accord. En face de lui, David. Bonsoir. Et bonsoir. à ses côtés, Quentin, qui va essayer de répondre normalement. Tu vas être bien emmerdé pour répondre normalement. Alors, moi, je vais dire un bonjour normal et vous êtes très bizarre. Donc, bonsoir à tous. Venez m'aider. Et là, je parle aux spectateurs. Je suis enfermé. Eh oui, bah c'est ça. Je tape 3 fois sur le micro pour vous. Bon, bref. Vas-y. Donc, alors, à mon tour, pour ce nouvel épisode, d'apporter ma modeste pierre aux questions que tout le monde se pose pas forcément. Et pour l'occasion, j'aimerais effectuer un petit pas de côté qui permettra de rendre justice, je l'espère, à un pan de l'industrie qu'on a un peu laissé de côté, même ici à la Horde Sauvage. Qu'on a même parfois tendance à négliger, à oublier, puisqu'on l'utilise, on l'utilise même parfois à des fins de remplissage dans nos chroniques, comme pour conjurer la peur de faire trop court sans doute. Alors je veux bien sûr parler des musiciens, créateurs de bandes originales, voilà. Alors mes chers camarades, comme dirait si bien Ben de la chaîne Nota Bene, je vous ai souvent entendu me dire tel BO c'est incroyable pour telle et telle raison. Plein de raisons. Alors ma question ici est simple. Pour être bonne, une bande originale doit-elle forcément être le fait d'un compositeur spécialiste reconnu et d'un grand orchestre avec plein de cuivres et tout le tout team? Voilà. Est-ce que vous, messieurs, avez une réponse à me donner? Je me permets de commencer. Eh ben, commence, je t'en prie. Non. Ah ça alors, incroyable. Je suis sur le cul, moi. Un suspense de cinglé pour une question qui semblait pourtant Voilà. compliquée. J'espère que vous avez aimé ce débat. À dans Eh 2 bien, semaines. merci. Un qui répond non, deux qui ne disent rien, c'était bien. Non mais vas-y, développe. Alors oui, j'ai réfléchi un peu à la question. Il y a quelque chose que je voudrais développer, mais peut-être un peu plus tard dans l'analyse, plus que là au début, parce que ça va parler un peu de l'origine, un peu de la musique dans le cinéma. Donc je sais pas si c'est quelque chose que tu avais voulu travailler Non, de moi ton en côté. fait j'ai voulu me focaliser sur un exemple parce que je l'avais en tête, si tu veux. D'accord. Mais moi pour moi effectivement non. La norme et le classicisme, on va dire, dans le cinéma veulent que effectivement ce soit dans une immense majorité des cas un compositeur qui travaille avec un orchestre, etc. Même si des fois l'orchestre il peut être aussi synthétique, ça peut être aussi de la musique assistée par ordinateur, mais qui fait quand même de la musique, un bon gros truc épique, ou alors des violons, des cuivres, des machins, voilà. Par contre, un gars tout seul ou un groupe qui fait une musique, ça existe. Il y a pas mal d'exemples. Non, moi mon point de vue que je défendrai dans un premier temps, c'est que ça existe. Par contre, ça peut un peu faire le rapprochement avec notre débat qu'on avait eu sur le noir et blanc. C'est que, en général, ça vient d'une volonté et ça permet d'être un argument pour rendre le film un peu différent et pour le faire sortir du lot un peu. Oui, c'est un argument artistique, quoi. Voilà, c'est un argument artistique parce que quand tu veux faire quelque chose qui rentre un peu dans le carré classique et qui dépasse pas du bord, tu fais une musique, je sais pas, le MCU, on va pas se mettre à faire, ils vont pas prendre les Daft Punk qui ont fait la musique de Tron, l'héritage, un nouveau film du MCU prendrait pas les Tron prendrait pas les Daft Punk pour faire la BO. Parce oui, il prendrait pas plus John Mayer qui improviserait une musique à la guitare en regardant le film. Voilà, on va rentrer dans le cadre de quelque chose qui va pas trop dépasser du bord, et voilà. Mais voilà, donc c'est évidemment pas une nécessité pour que ce soit une bonne musique, voilà. Et même d'ailleurs des fois les musiques sont pas bonnes alors que c'est un orchestre, enfin sont pas bonnes, parce que je suis évidemment le dieu qui sait si les musiques sont bonnes ou pas. Voilà. Il faut pas négliger la part d'affect qu'il y a là-dedans, effectivement. Oui, voilà, non, voilà. Mais voilà mon point de vue. Après, on pourrait développer d'autres choses, mais au suivant.
Non, moi rien à ajouter pour l'instant, en tout cas à ce stade du truc, parce que moi ce qui m'intéresse c'est le développement de Bertrand par rapport à ce thème-là. Mais moi je peux très bien effectivement apprécier. Il y a plein de musiques de films différentes. Il y a la musique préexistante. Oui. Que ce soit de la musique classique, voilà. Moi, Kubrick, un de mes cinéastes préférés, a eu plutôt recours à des morceaux préexistants, parfois réinterprétés. Oui. Du Beethoven, etc., réarrangé pour un orange mécanique, par exemple. Mais donc ça peut être préexistant, ça peut être effectivement un seul gars. Bon, comme j'ai une petite idée du nom dont tu vas parler ensuite, voilà, moi j'ai idée pour avoir suivi quelques groupes ou artistes musicaux. Bon, j'ai toujours été moins porté sur la musique que sur le cinéma, mais moi je me souviens avoir vu avec plaisir au générique d'un Princess Bride un certain Mark Knopfler qui faisait la musique. Ça, oui, c'est vrai, oui. Voilà. Putain, oui, c'est Et vrai. la musique était super chouette, super sympa. Ouais. Mark Knopfler, alors pour ceux qui ne connaissent pas, leader du groupe Dire Straits, moi groupe que j'aime beaucoup musicalement, qui a fait que 6 albums je crois sur une Ouais, période c'est d'une ça, quinzaine d'années. 5 ou 6. Ouais. Mais c'est voilà, c'est un groupe que j'aime énormément, qui a été d'ailleurs un peu fondateur au moment de ma découverte de la musique du support CD. Mhm. Un des premiers CD que j'ai eu, c'était un album de Dire Straits. Voilà, donc j'ai trouvé ce gars-là, bon, qui n'a pas fait que Princess Bride d'ailleurs. Je cite celui-là parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Mais voilà, donc il y a des choses comme ça. Après, ça peut être des alors compositeurs, alors ça c'est peut-être le cas le plus courant, des compositeurs, alors des John Williams, des Danny Elfman, des gars dont on a parlé évidemment, hein, des James Horner, des James Newton Howard, on l'a évoqué lui, on va pas passer en Goldsmith, revue, Jerry Goldsmith, Maurice que j'aime Jarre, énormément, Basil Paul Doris, François de Roubaix, voilà, on peut en citer. Donc Zimmer comment? Tu l'as dit, Hans Zimmer? Oui, il l'a Zimmer, dit. Ah, il a dit. Ok. Il a pas dit John Williams par contre. Si, Si, il a dit cité John dans le Williams, premier, justement. si, bah quand même, faut pas déconner. Je t'écoutais pas, désolé. Non, mais si, ouais, évidemment, John Williams. Donc voilà, moi c'est, alors moi je suis toujours très sensible à la musique. Hein. Moi, il y a même des séquences de films. Je crois que quand je les décris, le premier truc dont je parle, ça va être la musique. Ah mon Dieu, la musique sur cette séquence-là. Voilà, je me souviendrai par exemple de la séquence finale de Hostile, le western avec Christian Bale, hein, dont on a Oh, déjà oui, c'est parlé. vrai. Voilà, Oui. j'en avais parlé très tôt dans la saison d'ailleurs, hein, dans la fameuse Tout à fait, émission des questions. Voilà, le premier truc qui me vient quand je repense à cette scène, c'est bon, la scène est belle, mais je crois que la musique a contribué à je ne sais combien de pourcents au fait que cette scène me fout des frissons. Et c'est valable pour plein de séquences. Voilà, moi le dernier des Mohicans regorge de séquences où c'est la musique qui Qui porte l'action, ouais. qui porte l'action, oui, le climax, la musique y est pour beaucoup. Bon, évidemment que les images sont belles, mais tu retires la musique, il me manque un truc. Voilà. L'émotion, peut-être. Voilà, c'est ça. D'abord parce que la musique, je la trouve très belle, et puis bah, évidemment, il y a une espèce d'osmose entre la musique et l'image dans ces moments-là qui est absolument fabuleuse. Est-ce que Shining serait un film aussi flippant s'il n'y avait pas la bande son avec? J'ai jamais fait l'expérience de regarder Shining sans le son, mais les images de Kubrick ont beau être d'une puissance dingue. Je pense qu'il manquerait quelque chose si on Mais n'avait pas la BO. Enfin, l'apport de Wendy Carlos est énorme à ce niveau-là. Voilà, c'est monstrueux. monumental, Voilà, donc Parce que vraiment, elle transcende en plus l'œuvre classique de base. voilà, vraiment, c'est ça. Pour rester chez Kubrick, 2001 Odyssée de l'espace, même parfois des gens qui n'ont pas vu le film, on leur met soit Strauss, soit voilà. Ah mais oui, mais c'est la musique du fameux film de SF là. Oui, c'est bien ça. Enfin, on arrive à identifier avant même d'avoir les images du film en tête ou d'avoir même son titre. On écoute certains morceaux, on se dit mais oui, bien sûr, ce fameux film de SF. C'est-à-dire avec que les nous vaisseaux, sommes en etc. présence d'une des rares personnes qui voit l'espace en entendant le beau de nez bleu et non pas une salle de bal avec des gens qui dansent la valse. Et bah c'est Voilà. Et il y a des j'ai gens à peu qui près voient- résumé le truc. Et C'est ça. il y a des gens qui voient un lave-vaisselle Bosch. Oui. Ça, c'est triste, par contre. ça, c'est vraiment Tu très viens triste. de me saper. Je suis en train de faire une super démonstration sympa. Tu me parles d'un putain de lave-vaisselle. Non, mais Je suis la triste. pub Ah, aussi c'est beaucoup bien, de c'est puissance beau, c'est là-dessus. moche, hein. La pub, c'est les plus forts pour la réappropriation musicale. Ouais, bah, je suis La triste. réappropriation culturelle en général, d'ailleurs. Ouais, Oui, je suis voilà, triste. mais- Voilà. Bon, enfin bref, voilà, je vais arrêter là, Bertrand, parce que le but c'est aussi que tu arrives au cœur de ton sujet. Mika, je te laisse faire l'intervalle. Bah moi j'étais un petit peu c'est pas un axe vers lequel je m'intéresse forcément la musique, même si j'écoute quasiment que des BO de films en plus de d'autres genres, mais je me suis vraiment posé la question, je me suis dit où est-ce qu'il veut nous emmener comme ça, et en fait moi j'ai direct pensé par exemple à des comédies musicales peut-être, où justement bah, c'est pas forcément un grand
des compositeurs de cinéma qui Ah oui, les parce ont que pour fait. le coup, les comédies musicales avaient des compositeurs à part, effectivement. Oui, Ouais. parce que moi, tu vois, j'ai pensé par exemple à la musique de Star is Born qui a été en partie composée par Lady Gaga, et je me suis dit, Lady Gaga, chanteuse de pop, et c'est pas C'est un ça. gros mot de dire ça. Ah, pas du tout. Surtout pas quand on parle de Lady Gaga. Voilà. Surtout pas quand on parle de ce que je vais parler. Voilà. J'ai pensé du coup à Lady Gaga. J'ai pensé aussi à une de nos premières émissions qu'on a faites, si c'était pas la première ou si c'était la deuxième, mais Michel Polnareff sur Exactement, oui. la BO de Du film de La Folie des Grandeurs. La Folie des Grandeurs. J'ai pensé moi Phil Collins sur Tarzan et sur les Frères des Ours. Exactement. Hein, je vous referai pas le synopsis de Frères des Ours. Non mais Tarzan, finalement, et est un j'ai très pensé- bon exemple, du coup. Et oui. j'ai pensé Pour aussi, cause. Je sais pas où tu veux en venir, Philou. j'ai pensé aussi moi ce que j'appelle les films à musique compile, comme Les Gardiens de la Galaxie, où avant lui, il y a eu par exemple Rocky, où on avait carrément les scènes d'entraînement qui étaient quasiment des clips en fait. Oui, on pouvait oui, c'est les vrai, détacher directement de Ah oui, c'est de lui, l'œuvre il y a- pour en faire un autre truc avec la fameuse musique de Rocky 3, 4, Survivor de Eyes of Tiger de Survivor. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, qui elle aussi a transcendé le Oui, truc. mais en parce plus, que elle à a chaque survécu fois, avec les années, en plus. Voilà. Voilà, je sais pas si je l'ai cité juste avant, mais Gardiens de la Galaxie. Oui, si tu l'as dit. Voilà, et je le redis Dans là. le même genre, beaucoup de Tarantino. Mais Voilà, Tarantino fonctionne sur le principe des gardiens. Oui, mais il y a Baby Driver, J'y pensais, j'attendais pour le caler, ouais. Last Night in Soho. Oui. Aussi, ah ouais. Ouais. Voilà. Mais c'est qu'Edgar Wright, il aime bien faire ça. Il a fait ça Ouais. aussi dans la trilogie Cornetto. Hein. Oui, mais voilà, c'est ça. Et je trouve ça quasi aussi fort de prendre une musique préexistante et de faire son montage et que ça ressemble à quelque chose en fonction de cette musique qui existe déjà. C'est là où c'est très fort. Enfin, moi, Mais ça rejoint un peu ce que je disais. Mais Dans le sens où, du coup, c'est une proposition. Voilà. Ah Mais oui. C'est une proposition. en corollaire, on a l'impression finalement que le fait de confier ça à un compositeur, ça deviendrait quasiment la facilité. Ça dépend quel compositeur. Ça Voilà, dépend voilà, qu'est-ce que le tu lui grand demandes. orchestre, on sait que ça va avoir tel type d'effet. Pas mal de réalisateurs se désintéressent un peu de cette question-là, en fin de compte. Ou alors les contrats sont déjà signés, puis ce sera lui, puis il fera ça. Oui, mais après, ça évolue aussi. Parce que tu parlais de. Attends, tu avais un exemple. Parce que, attends, j'avais un contre-exemple. Mais attends, dans la liste que tu avais dit, des gens qui ont fait. Il y a Paul Naref, mais. Oui, voilà, peut-être Paul Naref. Mais Paul Naref, du coup, la musique qu'il a fait, c'est pas de la musique qu'il a. Enfin, il a peut-être composé tout seul, mais par contre, c'est de la musique orchestrale. Pour Il y a la un Folie des orchestre, mais Grandeurs. Ouais, voilà. est-ce que c'est un orchestre de taille maximale comme il peut y avoir chez Goldsmith ou ce genre de choses là? Non, je pense Voilà. pas. Alors que tu prends de l'autre côté Hans Zimmer, on parle par exemple de Blade Runner 2049. il avait son PC. C'est Bah, de de la même musique, c'est de la qu'un John musique, Carpenter sur la majorité de ses films. Oui, voilà. Voilà. Oui, musique un peu minimaliste. Eastwood a pu faire des choses approchantes C'est vrai lui-même aussi. sur certaines de ses BO, Mm. pour rester dans des réals qui composent eux-mêmes les musiques de leurs films. Mais Oui, parce que ça, c'est encore un truc à part. c'est donc, encore voilà. autre chose, oui, exactement. Mais Donc c'est une vaste question, mais tu vas pouvoir nous Bah, apporter alors- un exemple apparemment. Bah, disons, ouais, les exemples pullulent, hein, on est bien d'accord. Et moi, du coup, je serais bien en peine d'établir un top en la matière. Je suis désolé, je suis pas comme vous. ouais, t'es moins top que nous, toi. Je suis beaucoup moins top. Je suis plutôt un bottom, moi. Un temps. Ah, bah alors. Donc, alors, moi, je dirais tout simplement que la réponse que j'ai à vous proposer, c'est que ça dépend. Hein, voilà, Ok. on en est tous arrivés à peu près là. Et on est bien avancé. Alors non, en vrai, donc, j'ai enfin livré mon truc. L'idée, c'était avant tout de faire un petit aparté sur une personnalité que moi j'aime bien, qui est pas du tout dans ces critères-là, de grand orchestre, de genre de choses-là, et qui, à mon sens, a signé une des BO les plus marquantes de ces 50 dernières années. Donc j'affectionne particulièrement ce monsieur qui s'appelle Peter Gabriel. Quelle surprise. Voilà. Mais qui c'est donc Peter Gabriel? Alors, Peter Gabriel, bon, je vais pas m'étaler 107 ans sur la carrière du type. Chanteur, auteur, compositeur anglais, né en 1950. Fondateur du groupe Genesis, qu'il a quitté en 1975 pour entamer une carrière solo, très qualitative, je trouve.
et qui officie en solo depuis donc 1977. Voilà. Et qui est toujours en activité puisqu'il a sorti un album l'année dernière. Voilà, alors pour les gens qui écoutent ça, allez-y, écoutez ce type-là, franchement, vous serez pas déçus. Je vous le promets. Alors les accointances de entre Peter Gabriel et le cinéma démarrent, je pense, assez tôt, parce qu'il est très très intéressé par les arts visuels, depuis toujours. Son père était une espèce d'inventeur, de bricoleur, qui a aidé à mettre au point les systèmes de communication en Angleterre dans les années 30, 40, 50, je sais plus. Donc le côté bricolage est déjà assez présent. Et on pourra d'ailleurs noter que l'un des albums emblématiques de Genesis, le dernier auquel il a participé en 74, The Lamb Lies Down on Broadway, pour ne pas le citer, trouve une partie de son inspiration dans le fameux film El Topo d'Alejandro Jodorowsky. Il y a un univers visuel qui renvoie à ça. C'est aussi à l'époque de la création de cet album qu'il est approché par William Friedkin, ni plus ni moins, qui avait lu une historiette que Peter Gabriel avait écrit au verso d'une jaquette de disque, et qui souhaite le recruter, alors d'aucuns diraient comme une espèce d'homme à idées. Je ne sais pas s'il était le seul à avoir été pressenti pour faire ça. Toujours est-il qu'il a laissé ses collègues de Genesis en plan pendant un moment pour aller essayer d'explorer ça, mais ça... En quelle année tu as dit ? En 74. D'accord. C'est un truc bon, le projet est resté plus ou moins sans suite. Parce que je me permets, mais du coup, ça fait partie des exemples, effectivement. Alors, moins que tu reviennes dessus, mais Friedkin, du coup, il a bossé avec Tangerine Dream pour... Oui. Pour mais je pense qu'il cherchait quelque Sorcerer. chose de ça. Pour Sorcerer. Il cherchait ça, je pense. Donc, il quitte son groupe, il commence sa carrière solo et reste à l'écart de tout ça jusqu'en 1984, date à laquelle il compose la BO de Birdie, d'Alan Parker, dont les liens avec la musique sont plus approuvés. Je pense qu'Alan Parker est un compositeur frustré qui s'est rabattu sur la mise en scène. Bah, c'est lui qui a filmé le live, enfin le film The Wall. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Des Floyd. C'était pas la meilleure équipe pour il est tombé contre forte partie, le pauvre. Ah oui, il y avait du boulot. J'aurais pas aimé être à sa place. Alors, pour ce qui est de Birdie, il s'agit pour moitié de morceaux préexistants de ces albums qui ont été tronqués, modifiés, étendus, remixés, enfin plein de choses pour l'occasion, et de quelques petites compositions originales, notamment Slow Marimbas, que j'aime beaucoup, un morceau qui est juste joué au marimba. Doucement, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est un morceau très doux, enfin qui porte bien son titre, du coup. Voilà, dans je sais plus à quelle séquence ça correspond dans Birdie, mais c'est un truc un peu contemplatif. Je crois qu'il y a un moment où il est enfermé ou un truc, je sais plus exactement. Je l'ai vu qu'une fois, donc c'est pas facile. Ça remonte. C'est pas inintéressant d'ailleurs, un joli petit rôle de Nicolas Cage, voilà, c'était sympa. Et donc, puis en 1988, il s'attelle à la composition de la BO de La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese. On y vient. Voilà. Alors, il faut savoir que depuis le début des années 80, Peter Gabriel est investi dans la préservation et la promotion de musique dite tribale, dite ethnique, dite musique du monde, avec des guillemets. Il a fait des guillemets, oui. Voilà. Notamment par le biais de la fondation WOMAD qu'il a monté avec quelques amis et qui organise des festivals de musique de ce genre à travers le monde. Le projet va peu à peu d'ailleurs s'accompagner d'un désir de graver ces musiques un petit peu sur du solide et de les compiler, ce qui aboutira à la fin des années 80 à la création du studio et du label Real World, dont l'album Passion, qui regroupe la BO du film de Scorsese, est le premier produit fini. Alors, pour moi c'est une des BO les plus impactantes qui soit, et s'il y a bien un exemple de film qui s'accorde à la perfection à sa musique, c'est bien celui-là, je trouve. Dès du premier morceau, The Feeling Begins, qui reprend d'ailleurs la première phrase prononcée dans le film, avec cette basse continue au synthé, et le son du doudouk qui s'élève à la fois quelque chose de prometteur, mais en même temps alors sensible, prometteur et menaçant en même temps.
Il y a quelque chose qui sourd. Et tout ça jusqu'au générique de fin, le morceau intitulé It Is Accomplished, avec son espèce de carillon qui joue à la volée, et les percussions presque martiales. Je trouve qu'il n'y a rien acheté. Et l'exploit d'ailleurs, je trouve, d'incorporer, en plus de percussions venues du monde entier, d'Afrique, d'Asie, des flûtes et autres instruments avant du même tonneau, des choses qui sont même très anciennes, des chœurs qui viennent aussi de beaucoup de régions du monde, emblématiques même, de personnalités connues comme le chanteur pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan. Et d'ailleurs ça participe beaucoup à développer l'ambiance mystique du film. Alors tout ça dans un canevas où on trouve les synthétiseurs les plus perfectionnés de l'époque. On a des Prophet 5, des Fairlight, ce genre de choses là. Ça c'est vraiment la cam de Peter Gabriel, ce genre de truc là. Hein, ça. Oui, pas la nôtre, parce que là tu nous dis des mots. Voilà, mais non mais. C'est du chinois. Non mais c'est des premiers échantillonneurs, les premiers sampleurs, ce genre de choses là. Des trucs qui ont commencé à émerger entre 83 et 85 quoi. Le film c'est 88, hein, c'est ça? Ouais. Et mais là ça trouve la pleine, c'est l'explosion de ce genre de truc là en fait. Et tout ça se combinant en plus avec les prestations de musiciens de studio reconnus. On a des mecs comme Billy Cobham, pour les gens qui connaissent le jazz fusion, c'est quand même une sommité. On a Manu Katché qui se retrouve dans la boucle. Nathan East, le bassiste qui a joué avec tous les plus grands groupes du monde, et d'autres collaborateurs de longue date de Peter Gabriel comme David Rhodes, le guitariste, ou le violoniste indien Shankar. Parce qu'on entend aussi beaucoup de violon très, très oriental dans le film qui participe aussi au mystère. On note même la présence de Youssou N'Dour au chant sur certains morceaux. Et tout ça nous raconte la Galilée d'il y a 2000 ans, sous hégémonie romaine. Aucun problème. Pour moi, ça marche. Alors, j'ai écouté le disque bien plus souvent que je n'ai vu le film. Et pourtant, je trouve que tout est tellement en place que les images, les sensations, tout revient instantanément. Voilà, j'ai vu le film pour la 3e fois hier soir. J'étais tellement obnubilé par la musique que c'est passé tout seul. Vraiment. Alors que les 2 premières fois, ça avait été un peu plus compliqué. Notamment du fait de la longueur du film qui dure plus de 2h30, voilà. Et le film en lui-même a son petit vécu d'ailleurs. Hein. Il m'a fallu un moment d'ailleurs pour le réaliser que la controverse née du film est focalisée notamment sur la personnalité de Scorsese et l'adaptation du roman d'origine de Nikos Kazantzakis. Le film a été refusé dans plein d'endroits. Il y a eu on parle quand même de salles de cinéma incendiées, de plusieurs blessés par endroit. Il y a même un type qui est mort. Alors c'était pas parce qu'au même moment il y avait le Chabrol, une affaire de femme. C'était dur pour les cinémas, je pense à l'époque. Il y a eu c'était globalement des groupuscules catholiques ultra qui poussaient et qui ont fait des manifestations. Et il y a eu un type qui est mort à la suite d'une explosion d'une grenade lacrymogène. Il était cardiaque, voilà. Mais c'était a priori plus pendant la projection du Chabrol. Enfin, en tout cas, c'était au même moment. Il y avait un climat assez délétère à ce niveau-là. J'ai mis du temps à finalement réaliser que cette controverse-là était aussi dirigée contre Peter Gabriel, en fin de compte. Parce que le souvenir est assez flou. J'ai le souvenir d'une espèce d'interview de quelqu'un qui était de cette mouvance-là, et qui alors le fond du discours était beaucoup mieux dit, mais c'était même la musique c'est ridicule parce que Jésus il était pas arabe, enfin quand même. Voilà. Alors, je le redis, le truc est suffisamment flou dans mon esprit pour pas lui donner trop d'importance. Mais il prouve bien que pas le mal de monde était quand même passé aveuglément à côté du film, je trouve. Donc voilà, alors pour moi c'est une belle BO, une très belle BO, dépaysante, engagée, marquante, efficace, et puis qu'on associe vraiment à la seconde près au film. Donc pour finir avec ma vieille idole, Peter Gabriel, que j'ai vu en concert en 2003, c'était le plus grand concert de toute ma vie, j'hésite pas à le dire.
Il a signé une 3e BO en 2002 pour un film qui s'intitule Le Chemin de la Liberté. En VO, c'est un film australien en VO, Rabbit Proof Fence, avec notamment Kenneth Branagh qui a joué dedans. Alors je l'ai pas vu, donc la musique je la connais pas, donc je peux pas en dire grand chose. Tu sais si elle est sortie en CD? Oui, Ouais, je l'avais acheté, je sais même plus, je l'ai pas retrouvé, j'ai mal rangé mes disques et j'aurais voulu y jeter une oreille, mais j'ai pas eu l'occasion. Et enfin, donc, il y a une dernière réminiscence de l'œuvre de Peter Gabriel chez Scorsese, dont les liens avec la pop musique sont plus approuvés. Hein. Il y a eu Robbie Robertson sur beaucoup de ses films, voilà, ce genre de choses-là. On retrouve un dernier morceau de Peter Gabriel dans Gangs of New York, en 2002. Et c'est le morceau qui illustre la bataille rangée du début. Alors, je vais pas spoiler. C'est lorsque le personnage de DiCaprio est encore enfant. Mm-hmm. Voilà. C'est une grosse bataille, très très violente. Et la musique qui l'accompagne, c'est la section orchestrale de la chanson Signal to Noise, qui est sortie dans l'album, qui est sorti la même année. Qui me fout les poils rien qu'à son évocation. Donc voilà, alors, ma réponse à la question que je me suis posée, voilà, c'est que ça dépend. Ça dépend du film, ça dépend du compositeur et ça dépend de ce qu'on aime. En sachant que là, il y a un travail. Alors évidemment, Gabriel a composé toute la BO. Enfin, c'est lui qui est derrière tout. On sait à quel point il était un petit peu omniprésent et omniscient sur ses projets, y compris quand il était avec Genesis. Oui. Mais là, du coup, t'as cité un paquet d'artistes qui ont œuvré avec lui. Mais oui, parce qu'il y avait quelque chose d'extrêmement... à l'excellence de la BO, parce que la BO, moi, j'ai le morceau d'ouverture en tête, qui est absolument magnifique. Enfin, faut l'écouter, hein, ça fait 4 ou 5 minutes. C'est une espèce de montée en puissance absolument dingue. Je l'ai sur un MP3 tout pourri dans ma bagnole sur disque. Mon Dieu, quel bonheur. Ce morceau-là, je l'ai réécouté ces dernières semaines, je suis tombé dessus, au milieu de plein d'autres morceaux. L'ouverture de la BO de la dernière tentation du Christ, c'est quelque chose. C'est vraiment. Mais il y a ça, il y a donc il y a le côté, je dirais, instrument avant. Il y a les percussions, beaucoup de percussions, voilà, toute origine. Il y a les voix, voilà, c'est la musique primitive avec dans tout ce que ça a de positif, je veux dire. C'était ça. Voilà, il y avait pas de. Les instruments se sont complexifiés avec le temps, mais il y a 2000 ans, voilà, on pouvait limiter la musique à ça, puis l'usage qui en était fait n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc, voilà, ça me met toujours tout chose de repenser à ça, parce que non seulement j'ai maté le film, mais en écrivant ces quelques lignes, j'ai remis la BO direct derrière. C'est incroyable ce truc, vraiment. Alors, moi, pardon. Non, c'est bon. C'est bon. Tu parlais donc de Peter Gabriel on a découvert. Alors moi, tu m'as fait découvrir de Genesis il y a de ça un paquet d'années. Oui. Faut dire merci, David. Hein? Faut dire merci. Ah ben je remercie. Oh mais je lui remercie. Voilà, je lui en dois autant et on s'est dit merci plein de fois. Voilà. On a échangé. Il m'a fait découvrir Genesis et je l'ai bassiné avec Pink Floyd. Donc voilà, les deux groupes. On peut quand même faire des connexions musicales. Voilà. Exactement. Bref, donc moi, en évoquant Peter Gabriel, ça me fait penser à un autre groupe, en tout cas une artiste appartenant à un groupe qu'on connaît très bien musicalement. Vous, c'est un peu moins votre génération, mais qui a œuvré pour le cinéma et sur des compositions quand même particulièrement chouettes. Lisa Gérard. Mika, tu es beau. J'étais sûr. Ah, puis tu me fais plaisir parce que j'étais en train de dire, bon, votre génération. T'allais pas citer Evanescence pour le film d'Ardeville. Ah, j'en ai rien à foutre. Voilà. Non, rien à foutre. C'est sûr. Alors, ça, c'est ma rêve, ça. Et voilà. Alors, Lisa Gérard. Bon, Lisa Gérard qui était donc, co-fondatrice du groupe Dead Can Dance. Ah là là. Alors, et d'ailleurs, c'est pas déconnant de parler de Dead Can Dance. Oula, qu'est-ce que tu fais? Gladiator. Mais non. Ouais, non. Lâche tes pépites de blé. Quelle horreur. Écoutez la BO de Gladiator et surtout n'écoutez pas Mika, essayez de faire quelque chose avec sa bouche. Alors, je vais peut-être couper ça. T'as dit quoi là? Non, vous touchez pas ma bouche. Ah, arrête. Donc, Lisa Gérard, co-fondatrice de Dead Can Dance, et Dead Can Dance, en termes de musique un petit peu ethnique, etc., piquant un petit peu des influences, enfin piquant dans le bon sens du terme, des influences vraiment dans plein de pays du monde. Oui, dans l'espace et dans le temps. Ouais. Voilà, et on n'est pas éloigné du travail de Peter Gabriel Exactement. sur certains de ses albums.
et en l'occurrence, en particulier sur la BO de la dernière Tentation du Christ. Tout à fait. Et Lisa Gérard, donc c'est chouette que tu l'aies cité. Mika, je suis content que tu aies percuté direct, tu y moi, pensé direct. en fait, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Et ben voilà, Parce que pareil, Gladiator fait partie de mon top 5 de mes films préférés. Voilà, non, puis enfin, Lisa Gérard, alors elle n'a pas voilà. bossé avec Ridley Scott. Moi, j'ai en tête le boulot qu'elle a fait chez Michael Mann. Et alors, je citerai Hit, évidemment. Et juste après, Révélation. Ouais. Avec Russell Crowe, qu'on retrouve, Gladiator, Russell Crowe et Pacino. Et les ambiances qu'elle arrive à distiller dans les séquences où on entend sa voix si particulière dans les films de Mann, je trouve que ça se marie absolument à merveille avec les atmosphères soit nocturnes, soit un petit peu, pas forcément angoissantes, mais oppressantes des polars de Mann. Et je trouve qu'il y a là encore, il y a une espèce d'osmose entre le travail sonore de l'artiste Lisa Gérard et les images de Mann, c'est superbe. Voilà, Mais parce qu'après, elle est pas à la composition, par contre. Oui, elle est juste interprète. Elle interprète ses propres chansons. Elle interprète ses propres chansons. Enfin, elle parce qu'elle écrivait pour Dead Can Dance, elle était compositrice, interprète vocale. Ah non, Lisa Gérard. Oui, à égalité avec. Complète, je me rappelle plus du nom. Pour ces films-là, c'est Zimmer qui a fait sur Gladiator. Du coup, est-ce que c'est Zimmer qui a composé les morceaux ou pas? Alors non mais Zimmer évidemment mais elle a bossé. Alors comment ils sont crédités respectivement? Bon, Zimmer a fait la zik machin, mais elle a fait sur Gladiator. Moi je parlais presque plus côté Mann. Oui, d'accord. Sur Gladiator là, je veux pas trop m'avancer, mais est-ce qu'elle a composé vraiment des morceaux? Brendan Perry. Merci Bertrand. Brendan Perry, cofondateur de Dead Can Dance avec Lisa Gérard. Donc je veux pas trop m'avancer, Mika. Là, je sais pas. Mais en tout cas, la contribution au moins vocale sur Gladiator est quand même assez sensationnelle, un peu indissociable d'ailleurs de certaines images emblématiques du film. Et moi vraiment c'est son boulot à elle sur les films de Mann. Et alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on la réentend d'ailleurs un petit peu, Lisa Gérard, dans la BO du récent Ferrari que j'ai vu il y a quelques mois, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, dernier avec film Adam Driver. Oui, avec Adam Driver qui est extraordinaire d'ailleurs. Dernier film en date de Michael Mann, espérons que ce ne soit pas le dernier. Donc voilà, Lisa Gérard, vraiment très grande interprète, compositrice pour le cinéma, en plus d'avoir fait des choses très chouettes avec Dead Can Dance. Bon, il y a certains albums de Dead Can Dance, je pourrais les écouter en boucle, des ambiances à la fois gothiques, musique du monde, machin, enfin ça brasse plein d'influences différentes. Au détour d'une note, tu te retrouves dans une cour européenne à la Renaissance. Alors, exactement, voilà, c'est ça. Enfin, c'est assez fabuleux. C'est dingo. C'est musicalement, Dead Can Dance, c'est vraiment génial. Voilà, donc groupe qui s'est officiellement, qui n'existe officiellement plus depuis assez peu de temps d'ailleurs, je crois. Ah oui. Ils avaient ressorti un album dans les années 2010, là où Peter Gabriel, tu l'as dit, est encore en activité, heureusement. Oui. Donc c'est bien encore ce qu'il fait. C'est pas mal. J'aime bien. Bon, le dernier album en date aura jamais le même impact que les trois qui ont jalonné vraiment son milieu de carrière, à savoir So en 86, Us en 92 et Up en 2002. Pour moi, c'est vraiment là où il a livré le meilleur de ce qu'il était en mesure de faire. Okay. À titre de chanteur pop-rock. Et je dis bien rock parce que, franchement, pour l'avoir vu donc en concert, il y a pas d'hésitation, c'était vraiment du rock. Je suis ressorti, j'étais lessivé. Vraiment. En termes émotionnels et en termes de ce qu'il renvoie et d'ailleurs, ça se ressent aussi dans cette BO là. Il y a je le disais, il y a de l'engagement, il y a une prise vraiment, une prise à partie du sujet qui lui est proposé, parce que je sais pas comment il s'est retrouvé à travailler là-dessus, si tu veux. Donc là, tu reviens sur la passion du. Voilà, ouais. Ce que je sais, c'est par exemple, c'est la notation. Le truc a dû fonctionner quand même, puisqu'il s'est retrouvé, lui, Peter Gabriel, a joué un petit rôle dans un je crois que c'était un film à sketch, comment ça s'appelle, New York Stories, un truc comme ça, de Scorsese l'année d'après. Scorsese, Allen, Coppola. Sans déconner. Oui, il a joué un petit rôle apparemment. D'accord, ok. Et puis, si on veut élargir le truc,
Alors je me suis amusé. Non, on peut pas trouver ça amusant. Mais j'ai écouté un petit peu il y a quelques semaines de ça, sachant que j'allais faire ce thème-là, tout ou partie de la BO de John Debney sur le film de Mel Gibson. Lequel? Bah celui sur le Christ du coup. Ah, la Passion. La Passion, voilà. La Passion du Christ. Et j'ai pas pu m'empêcher d'y voir quand même pas une inspiration, mais il y avait des sonorités qui renvoyaient un peu vers la BO de Peter Gabriel. Bon, ouais. C'était difficile de passer outre malgré tout, je pense. Oui, sujet tellement le truc, enfin, autant le film que la BO ont eu un impact, quoi. Mais du coup, pour recentrer sur ta question d'origine, Oui. effectivement, ça rejoint un peu ce que je disais, dans le sens où la BO t'a particulièrement marqué, de toute évidence. Alors personnellement, pour revenir vite fait sur le film, moi je l'ai vu une fois seulement, il y a un an et demi, un truc comme ça. C'est pas du tout un Scorsese qui m'a marqué, j'avoue. Ça a été un peu long le visionnage. J'ai une grosse préférence pour le Mel Gibson, La Passion du Christ. Mais alors, moi aussi. Mais le Scorsese est pas le Scorsese est basé basé sur un roman qui est carrément apocryphe, hein, on est bien d'accord. Qui a fait d'ailleurs couler pas mal d'encre déjà à l'époque où il est sorti. Je crois que c'était au début du XXe siècle. Je sais pas. Je saurais plus pour le exactement. roman, je sais pas. Puis qui présentait quand même une image du Christ qui était sensiblement différente de donc là, clairement. de ce que les gens qui Des ont écrits, l'habitude d'en parler, voilà. Ouais. Mais du coup, il faudrait que je le revoie à l'occasion. Non, puis même si bon, là, j'ai pas voilà, spécialement l'envie, j'avoue. le- Mais surtout réécouter la BO, parce que du coup, pour Ah ouais, revenir. mais ça, ouais, le allez-y, casting, les copains. la BO, c'est quelque chose. hein. Donc, le fait d'avoir choisi Peter Gabriel pour faire cette BO a fait que du coup, le film a quelque chose en plus. Ah, pour moi, oui, clairement. Voilà. Y a pas de problème. Donc ça rejoint un peu effectivement ce que je disais, le fait de choisir un compositeur autre qu'un compositeur classique entre guillemets, même si il y a beaucoup d'artistes qui font un peu les deux, hein. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des projets solo ou des projets avec des groupes ou des choses comme ça et qui à côté composent avec un orchestre, etc. C'est un peu varié. Voilà. Donc le fait de choisir quelque chose, ça rend un peu différent, quoi. Voilà. Mais moi, l'interrogation que je m'étais faite moi sur ta question, c'était surtout par rapport du coup à la norme en fait. Oui, Je me suis dit, c'est vrai que en fait la musique classique, là je fais des guillemets parce qu'en vrai la musique classique c'est plus complexe que simplement la musique avec un orchestre et qui date d'il y a longtemps, quoi. Parce qu'il y avait la musique romantique, la musique classique, il y a des périodes en fait. La musique classique, je crois que c'est seulement le XVIIe siècle, un truc comme ça, je crois. Alors, On l'a appris en 5e, mais je me souviens plus. Classique, je crois que c'est ce qui va du grosso modo début de Mozart jusqu'à la fin de Schubert, Beethoven, quoi. Ouais, ok. Grosso modo, on va dire 1750, 1830. Mais de manière plus générale, ce qu'on appelle, on va dire, la musique classique, on va dire communément, ça va être genre, du coup, la musique. La musique avec un orchestre et un chef d'orchestre qui fait n'importe quoi. Voilà. La musique d'ascenseur ou la musique à l'ancienne, voilà. Et c'est marrant de voir qu'en fait, cette musique-là, elle existe encore aujourd'hui. Il y en a encore des gens qui en composent, évidemment. Par contre, quand on sort du cinéma ou des séries ou d'une œuvre culturelle qui est associée à cette musique-là, qu'elle est composée pour jeux vidéo, films, séries, etc., on trouve pas grand-chose. Ou en tout cas, il faut être vraiment intéressé par le sujet. Contrairement à la musique. Aujourd'hui, quand on parle de la musique dans le monde moderne d'aujourd'hui, c'est le rap, le rock, voilà. La musique pop, quoi. Ouais, la musique pop de manière très, très, très globale, quoi. À la décharge de tout ça, je pense que la production des compositeurs actuels en sonate, machin, comme ça se faisait dans l'ancien temps, est vraiment très très minime par rapport à ce qu'elle se faisait à l'époque. Oui, c'est possible. Par contre, il y a des redites, il y a des réutilisations, il y a des ah oui, donc clairement, ce n'est pas remises à niveau. Et puis l'exemple pour faire le pont entre cinéma et musique classique, c'est notamment l'inspiration manifeste de John Williams sur certains de ses morceaux. Oui. Qui s'en est jamais caché d'ailleurs, parce que les harmonies sont les mêmes, les suites d'accords sont quasiment les mêmes. Tu prends alors je sais plus quel est le morceau, mais ça doit être dans l'Empire contre-attaque, je crois, qui est quand même directement inspiré des planètes de Gustav Holst, qui date de 1912. Ouais. Et les percussions sonnent pareil, c'est hallucinant. Oui, puis c'est marrant, c'est les planètes, quoi. Donc voilà, oui, les planètes, mais le morceau c'est Mars.
En Oui. plus, le dieu de la Oui, guerre. Voilà, oui, c'est vrai. Oui, non, mais clairement, ça fait sens. quoi. Enfin, l'exemple est archi connu, voilà, j'ai rien dévoilé, j'ai Oui, pas... non, mais j'avais Voilà. j'ai entendu parler de ça, mais je l'avais oublié, j'avoue. Mais Tu m'as à l'écoute, c'est ramené saisissant. C'est Oui. saisissant Ouais, d'ailleurs ouais. d'écouter ce que fait Gustav Holst, Oui, déjà. clairement. Et Mais- puis c'est saisissant de voir ce qui en est fait par ses successeurs. Mais du coup, le point que j'essayais d'aborder, c'était de se dire que je trouve ça intéressant et de voir comment la musique, ce genre de musique a évolué avec l'arrivée du cinéma et surtout en parallèle par rapport plutôt au monde de la musique avec l'arrivée de la radio Oui. et l'arrivée de la diffusion facile de musique qu'il y a eu à partir du début du XXe siècle. Eh ben, on a pu la nécessité d'aller en concert, voir des grands orchestres pour écouter de la C'est musique. ça. Et du coup, la musique, c'est devenu, maintenant, quand on parle de musique, on parle de les petits morceaux de 3-4 minutes, la pop, le rock, enfin, voilà, tout ça, quoi. Et du coup, la musique classique, entre guillemets, dite classique, voilà, orchestrale, etc., avec un chef d'orchestre Ouais. qui fait un ton, un machin, et ben, maintenant, c'est, Elle a été totalement phagocytée par les arts autres, oui. voilà, c'est effectivement. ça. Et maintenant, Oui. ça n'apparaît quasiment que pour ça. Donc, c'est marrant de voir comment ça a survécu dedans et comment, même pour le cinéma, comme je disais au début de mon analyse, entre guillemets, c'est devenu genre la norme, en fait, dans le cinéma. La musique un peu, genre, pas plan-plan, mais qui fait rien de très, très excitant et qui reste un peu, genre, dans la norme. Ça va être pour un film classique, voilà. Et donc, je trouve ça intéressant, voilà, et donc, automatiquement, dès que tu veux faire autre chose, bah ça sort du lot, quoi. Un pas de côté, voilà. Mais on peut citer plein d'exemples. Hein. Je disais, tu prends la musique de Paris, Texas, improvisée à la guitare par Ray Cooder, ou même Ascenseur pour l'échafaud. Oh putain, oui, Voilà, c'est c'est Miles Davis. Miles Davis Ouais, et puis, c'est ça. puis le groupe qui l'accompagnait à l'époque, où ils étaient 3 ou 4, je sais plus. Voilà, et même finalement Mathieu Chédid a fait la même chose sur Ne le dis à personne de Guillaume Canet. Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui fait la musique, quoi. Et le résultat est tout à fait probant, je trouve. Voilà, ça donne une personnalité particulière au film. Mais tu vois, pour on voit encore des parallèles. Damien Chazelle, qui a toujours le même compositeur depuis le début de sa carrière, Justin Hurwitz, qui se sont rencontrés à la fac. Ils ont même travaillé sur des projets ensemble, vraiment. D'ailleurs, Justin Hurwitz n'a pas beaucoup bossé sur d'autres choses que au cinéma avec Chazelle. Et ben, ils ont fait ensemble la musique de La La Land, où La La Land, c'est des musiques chantées. Voilà, donc c'est pas du tout le même type de chanson qu'on a pour Whiplash, musique d'ambiance, etc. Mais pourtant, et pareil pour First Man. First Man, que je conseille fort, évidemment, puisque de toute façon, c'est Chazelle, donc tout ce qui touche, c'est génial. Mais la musique de First Man est exceptionnelle, je l'écoute beaucoup, surtout la musique de l'alunissage. C'est un film qui parle de Neil Armstrong, donc spoiler, il y a un alunissage. Sans T'en as déconner. déjà T'en parlé. as déjà parlé. Ah ouais Apollo Ah bah 13. oui. Bon bah... Doit-on oui, te rappeler que tu as fait Apollo 13 Oui, non, et c'est que tu as vrai. ratissé à peu près tous les projets parlants. C'est de vrai. projets Ah oui, il nous a pour aller raconté, sur la Lune. Oui, il nous bon, a raconté vous quand allez- même, il vous nous allez a pas me le raconté l'histoire de la ressortir Lune en accéléré. Bref, la musique est trop bien dedans. Oui. Et du coup, on a aussi La La Land où c'est la musique chantée avec des paroles écrites. Oui, Et tout ça, à c'est fait. composé par Justin Hurwitz. Après, est-ce que de mémoire, il a écrit, enfin, il était parolier des paroles, le parolier aussi des chansons. Je ne sais plus. Je pense que oui. Justin Hurwitz c'est un artiste assez complet. Donc ouais, il y a plein d'artistes qui font un peu les deux, qui touchent à tout, et le cinéma peut parfois se prêter à faire un peu des deux. C'est comme on parlait de comédie musicale, t'as de Rochefort, etc. où c'était comment il s'appelait le compositeur Michel Legrand. Michel Legrand, merci. Comédie musicale, les dessins animés, machin. On parlait Oui, de voilà. tout à l'heure, il y avait Un monstre à Paris avec Vanessa Paradis. Ah oui, c'est vrai que c'était lui aussi. Donc voilà, je suis sûr, ça se trouve, c'est eux qui sont à la composition aussi. Tu vois, Ouais, puis on a mais- aussi l'exemple de alors je ne l'ai jamais vu, mais Jack et la mécanique du cœur, un film d'animation français, Qui a- Maldieu. voilà, Mathias qui a Malzieu, été qui était à la base un album De ou un Dionysos, oui. Oui. de Dionysos. Ouais. Ensuite, il y a eu une adaptation en roman, et puis il a eu du compositeur, chanteur, etc. Et après, il a lui-même adapté sa propre histoire, son propre album en film, dont il a fait la musique. Oui. Est-ce Donc, qu'on peut dire que cette œuvre est complète? assez, oui. Je pense qu'il a fait Voilà. le tour, ouais. Oui, après, il s'est arrêté, je crois. Il a fait des concerts, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Pour moi, j'ai dit à peu près ce que j'avais envie de dire. Voilà, je sais pas où vous en êtes, les gars. Non, moi, ça me paraît bien. C'était une façon un petit peu différente d'évoquer le thème du jour, finalement. Non, parce que je m'étais Mais- rendu compte quand même que souvent on arrive en fin de chronique. Merde, la musique.
Voilà, donc Oui, c'était une manière non, aussi mais d'avoir rendre un peu justice remis à l'église tous au ces milieu du mecs-là. village, comme on dit. qui nous quand même procure pas mal d'émotions. Hein. On en est tous Ah là. oui, hein, oui, voilà. oui. Bon, puis c'est Mais- peut-être un sujet sur lequel on reviendra, ça fera peut-être l'objet d'un thème dans un podcast plus général. C'est Enfin, bien bon, ça comme idée, ouais. mais aborder la musique, on y reviendra probablement. T'as bien lancé la machine aujourd'hui, il est probable qu'on y revienne, effectivement. Donc, on va conclure. En vous remerciant de votre écoute. Un petit point peut-être, David, sur Vite tes... fait, oui, sur les partenaires, Voilà. enfin les partenaires amicaux. Claude Turier, salut à toi Claude, qui nous fait nos petits portraits, nos petites caricatures, ouais, sympa. qui nous accompagne sur les réseaux. Un petit coucou à Stéphane Castro, directeur des CGR Châteauroux, avec qui je présente régulièrement des films dans les salles des CGR, des petits cycles de septembre à juin, 5 cycles dans l'année en général. Voilà, et 4 vous films. pouvez y aller parce qu'il fait des présentations qui sont brèves et concises. Alors ça, c'est royal. Se fout de ma gueule. Et puis un petit coucou à Martin Vagnoni et Antoine Royer, les camarades de format respecté sur Radio Balistique, avec qui j'anime l'émission avec Antoine depuis 8 ans maintenant. Voilà, on est à plus de 160 numéros, je sais plus exactement. Il faudra que je regarde les archives. Voilà, Ouais. donc et on reprend normalement à la rentrée. Tout va bien de ce côté-là. Voilà. Bon, c'est parfait. Donc salut à tous les copains. Et Ouais. puis merci à vous de nous avoir écoutés. Voilà, oui, merci. Et puis, bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore. Voilà, Bon, si continuez vous à êtes à la- arpenter les montagnes, n'est-ce Bon, pas si vous Quentin êtes à la Voilà. plage, je vous pardonne, mais Alors, allez ça à la fait déjà montagne, s'il presque vous un mois et demi que vous êtes à la montagne. Il va peut-être falloir changer un peu d'air. Oui, hein, mais je c'est pense. c'est le temps de monter, puis après, il faut redescendre. Donc, plaît. Ouais, c'est ça. donc du coup, il faut prévoir des podcasts un peu longs, ça tombe bien, on en fait aussi. Donc, voilà. Merci à tous, et puis moi, je vous dis au revoir. Eh ben, bonsoir. Bah, on vous dit tous au revoir. Des gros bisous. Au revoir.